Vous parlez de terrorisme et autres, sans que le Burkina ne soit intéressé, parce que vous les voyez dans l'AES. C'est les pays, de façon individuelle, qu'on rassemble de façon collective pour régler le problème. Alors, et non pas seulement que la CEDEAO qui s'est réunie, mais attends, un débat sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest, auquel n'est pas invité le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça va où? Mais attends, chaque structure s'organise en interne. Mais non, permettez qu'avant d'aller rencontrer l'AES, que la CEDEAO s'organise. C'est pas la première fois que la CEDEAO, c'est pas la première fois que la CEDEAO tient ce genre de réunion là. Voilà, donc je veux dire qu'on sait où ça va arriver. Ça arrivera où, Herman? Aujourd'hui, il faut que les États qui sont concernés, les pays concernés par le problème du terrorisme, prennent l'initiative de se rencontrer et de chercher à régler le problème. C'est un problème transfrontalier. Aujourd'hui, même si tu ne regardes pas ce qui se passe au Mali, les effets vont venir chez toi. Donc... La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom de CEDEAO, veut passer à l'action contre le terrorisme. À Freetown, en Sierra Leone, les chefs d'état-major des pays membres se sont réunis pour concrétiser la mise en place d'une force régionale en attente, destinée à lutter contre l'insécurité grandissante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mais une question brûle les lèvres. Où est l'Alliance des États du Sahel? L'Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, n'a pas été invitée à cette réunion stratégique. Une absence qui soulève des interrogations sur l'unité régionale face à la menace terroriste. La CEDEAO peut-elle réellement combattre le terrorisme sans l'AES? Sommes-nous face à une nouvelle fracture géopolitique en Afrique de l'Ouest? Dans cette vidéo, on décrypte les enjeux, les tensions et les conséquences possibles de cette réunion décisive. Les États membres de la CEDEAO, pour réussir une telle initiative ou bien atteindre leur objectif, j'aurais aimé que la rencontre serait alignée avec une rencontre avec l'AES, pourquoi pas? Parce que la question, ça ne concerne pas que la CEDEAO. Aujourd'hui, nous, on est là, ça concerne le Mali, ça concerne le Burkina Faso, ça concerne même le Niger. Daoud Bari est là, il peut me contredire. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on me dit que c'est une initiative de la CEDEAO, je reste beaucoup perplexe. Pourquoi? Pour moi, comme je l'ai dit ici, ces structures qui sont toujours en train de tâtonner dans les prises de décision. Mon frère Keïta, il était plus ou moins satisfait de ce qui s'est passé au Bénin. Mais croyez-moi, si c'était le Bénin seul, peut-être le coup d'État aurait pu réussir. Ça a été une tentative. Si c'était seulement la CEDEAO, comme vous avez dit qu'ils ont envoyé leurs forces et autres, si c'était seulement la CEDEAO, peut-être le coup d'État aurait été consommé. Vous minimisez l'action des troupes du Nigeria ou de la CEDEAO? Personnellement, on a des problèmes militaires de sécurité, de défense même, sur nos frontières. Et on a des problèmes, comme Dabari l'a dit ici, de djihadisme et autres, de terrorisme. Il faut que les pays concernés s'asseyent. On n'a pas besoin que ce soit la CEDEAO qui parraine ou bien qu'un cadre cela. Parce que le financement qu'on cherche, finalement, on va chercher d'autres personnes, d'autres parrains qui vont venir nous donner le financement. Et pour acheter peut-être des armes, ils vont nous dire laquelle arme acheter. Ça va plomber notre détermination. Mais les États disent qu'il faut compter d'abord sur nos propres forces financières. Oui, on compte d'abord sur nos propres forces financières, mais il faut qu'on compte déjà sur nos propres objectifs. Donc, associer tous les pays, tous les États qui sont concernés par le problème. Vous parlez de terrorisme et autres, sans que le Burkina ne soit intéressé, parce que vous les voyez dans l'AES. C'est les pays, de façon individuelle, qu'on rassemble de façon collective pour régler le problème. Alors, et non pas seulement que la CEDEAO qui s'est réunie, mais attends, un débat sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest, auquel n'est pas invité le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça va où? Mais attends, chaque structure s'organise en interne. Mais non, permettez qu'avant d'aller rencontrer l'AES, que la CEDEAO s'organise. C'est pas la première fois que la CEDEAO, c'est pas la première fois que la CEDEAO tient ce genre de réunion là. Voilà, donc je veux dire qu'on sait où ça va arriver. Ça arrivera où, Herman? Aujourd'hui, il faut que les États qui sont concernés, les pays concernés par le problème du terrorisme, prennent l'initiative de se rencontrer et de chercher à régler le problème. C'est un problème transfrontalier. Aujourd'hui, même si tu ne regardes pas ce qui se passe au Mali, les effets vont venir chez toi. Donc il faut régler ça avec tout le monde. Il n'est pas souhaitable de réduire la question du terrorisme au Mali, au Niger. La Côte d'Ivoire même a été attaquée le 13 mars 2016. À Kafolo, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Mais est-ce que M. Keïta, la Côte d'Ivoire, non, avant que nous continuions. Il ne faut pas réduire à ces pays-là. Oui, mais avant que nous continuions. Mais si on veut réfléchir comme vous le dites, si on veut réfléchir comme vous le dites, comme la Côte d'Ivoire est concernée, a été attaquée, que la Côte d'Ivoire réfléchisse sur ces questions. La Côte d'Ivoire a déjà réfléchi. Voilà, mais donc. La Côte d'Ivoire a déjà réfléchi. Aujourd'hui. La Côte d'Ivoire fait un don de 2 milliards. Très bien. De 2 milliards. Aujourd'hui, on est en train de passer à une autre étape, tout simplement parce que
on sait que nous seulement, on ne peut pas régler le problème. Merci beaucoup, puisque c'est pour nous tous. Donc, appelons tous les autres États qui sont concernés. Quand la CEDEAO se réunit, et puis après, l'AES se réunit de ce côté, et ensuite, merci, ce qu'on ne voulait pas dire, il faut que la CEDEAO reconnaisse l'AES, plus ou moins comme entité sous-régionale. Très bien, merci beaucoup, messieurs. La reconnaissance hypocrite, là. Ils ont fait combien de réunions ensemble? Herman, s'il vous plaît, messieurs. Non, mais il faut rétablir la oui, la vérité. Mais on ne peut pas le faire dans le brouhaha. Messieurs, s'il vous plaît. La vraie information, Parlons un à un. S'il vous plaît. Vas-y, Barry. Justement, j'en viens, Herman. Allons tout doucement. Peut-être dans la chronologie des faits, la CEDEAO a pris acte de la naissance de l'AES. C'est tout. A pris acte. Bien sûr, ça veut dire que la CEDEAO a reconnu. Bien sûr, on sait bien que pour sortir d'un groupe, évidemment... La CEDEAO est allée au Mali, est-ce que tu es au courant? Barry, tu ne me poses pas la question. Très bien, messieurs, alors, le point d'Herman... Là, les tensions existent entre pays. Messieurs, la Russie et les États-Unis, ça ne les empêche pas. Très bien. Alors, ici, même sur le plateau, vos meilleurs éléments de langage, j'ai dit que ce sont des chefs d'État terroristes. Comment on appelle des chefs d'État qui ne sont pas reconnus. On a déjà dépassé ce qu'on dit. S'il vous plaît, messieurs. Dans la vision d'Herman, c'est que les chefs d'état-major de la CEDEAO, Marius Comoé, se sont réunis. Il aurait souhaité qu'à cette séance-là soient associés également les chefs d'État de l'AES parce qu'il estime que la problématique concerne la région. C'est son point. Par derrière, la reconnaissance hypocrite, non, ça, c'est pas bon de le dire, Herman. La CEDEAO a pris acte, justement, de la naissance de l'AES. Sur le caractère hypocrite, on ne va pas juger. Marius, comment est votre regard, justement, sur la question? Aussi, les différents points de vue. Hein. Bon, alors, il faut être clair. L'initiative de voir nos chefs d'État, de nos chefs d'État-major, de nos armées, de la CEDEAO, de notre union, qui n'est autre que la CEDEAO, qui regroupe 15 États. Si je m'en tiens, bien sûr, plus la Mauritanie. Si j'ajoute, non, c'est plus par rapport au fléau. Voilà, parce que la Mauritanie est incluse. Plus la Mauritanie, eh bien, c'est important. C'est important que nos patrons de nos armées, les patrons de nos armées, se réunissent pour réfléchir sur la sécurité ou les systèmes de sécurité qu'on pourrait déployer, les dispositifs qu'on pourrait déployer pour assurer la sécurité de la région. Dans toutes les régions, cela se fait. Je veux dire des régions communautaires où des États vivent en communauté, où il y a des transferts, je veux dire, la circulation des biens et des personnes, il faut bien y réfléchir. Et donc, dans l'initiative, il faut dire c'est salutaire. N'empêche qu'il y a lieu, et ça vous l'avez souligné, je crois que c'est Keïta, il faut qu'au regard des difficultés qu'on a pour réunir naturellement les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la CEDEAO, je m'interroge... Comment vous savez qu'il y a des difficultés? Est-ce que les États, justement, là je sors des États-majors, est-ce que les États de la CEDEAO ont estimé qu'il y avait difficulté à lever le financement? Oui, puis dans la mesure où la CEDEAO est financée justement aujourd'hui, avec la majorité de leur financement découle donc de la contribution des États membres. Et beaucoup d'États, certains États, traînent les pas pour payer leurs contributions. Ça, c'est un fait. Et tout, on ne le dira jamais assez. Et c'est pour pallier à cela que la CEDEAO a dû mettre en place une taxe sur les importations de certains produits venant de l'extérieur, pour pouvoir naturellement financer son fonctionnement. Mais quand vous regardez combien le budget de fonctionnement de la CEDEAO prend dans son budget réel, cette année, on nous dit que le budget se chiffre à 26 millions de dollars, environ 15 milliards de francs CFA. Mais quand vous savez que pour mettre en place une véritable politique de défense de nos territoires, de sécurisation de nos territoires, mais ce n'est pas avec 15 milliards qu'on peut le faire. Déjà, ne serait-ce que payer un hélicoptère de type Puma ou Apache ou même de Mi-24, payer des drones, ce n'est pas du jeu, c'est beaucoup d'argent. Et ce n'est pas avec 15 milliards qu'on pourra naturellement entretenir une troupe, leur affecter des véhicules, je veux dire, des moyens de mobilité, c'est beaucoup, des moyens de communication. Il faut mettre en place une véritable politique de renseignement entre les États. C'est beaucoup coûteux et extrêmement coûteux. L'Union européenne nous en fait largement l'exemple. Les États-Unis nous en démontrent également. Israël et tout ça. Donc si nous voulons atteindre un tel niveau de sécurisation de notre espace communautaire, il va falloir y mettre de gros moyens. Est-ce que vous ne sentez pas justement que la CEDEAO est en train de prendre justement le pas qu'il faut?
les chefs d'état-major, évidemment, se réunissent. On se dit, écoutez, on ne va pas encore compter sur l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, on puisse lever le financement. Ça mettra les États vis-à-vis de leurs responsabilités. Non, absolument. Déjà, il faut créer les conditions. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative des chefs d'État. Il faut saluer l'initiative. Même si c'est une autre réunion de plus, il faut toujours saluer l'initiative de voir nos chefs d'État-major arriver déjà à s'entendre sur la nécessité de se réunir pour définir des conditions de sécurisation de l'espace communautaire. C'est saluer. Les moyens viendront après. Comment justement, ils sont réunis pour y réfléchir. Comment arriver à trouver les moyens pour assurer une opérationnalité de leur action communautaire? Et c'est ça qui est à saluer. Parce que même s'ils se réunissent une fois, deux fois, même la CEDEAO elle-même pour être créée ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des réunions successives. Même l'Union européenne pour se créer ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu énormément de réunions, des séances de travail sur séances de travail pour en arriver là. Et donc, il faut croire qu'il y a de l'espoir. Moi, je ne suis pas un pessimiste au total, un afro-pessimiste. Je crois à une capacité du peuple africain de pouvoir se prendre en charge, de prendre en charge sa destinée. Et les générations à venir ne se laisseront pas compter. Et ça, il faut y croire. Très bien, les générations d'Oufo-Boigny ne sont pas les générations de M. Ouattara et de son gouvernement actuel. Les générations de M. Ouattara, après lui, les générations qui viendront après M. Ouattara ne seront pas les générations de M. Ouattara aujourd'hui. Donc, les générations changent et deviennent plus opérationnelles et prennent leur destin en main en fonction des réalités qui s'offrent à elle. Et donc, il faut croire que l'Afrique tournera le dos un jour au biberonnage. Parce que, je parle de biberonnage parce que, au-delà du financement des États membres, eh bien, il y a l'Union européenne, il y a la Banque mondiale et tout ça qui contribue à financer nos projets. Et ça aussi, il faut que la CEDEAO tourne le dos à ça. Merci, Marius. Il fallait que je dise ça. D'accord, très bien. Vous l'avez dit et on le comprend, Rodrigue. Rapidement, on revient également, c'est un enjeu très stratégique pour la stabilité de notre région. Après, par derrière, les axes de collaboration avec l'AES sont des points que je vous demanderai de regarder, messieurs. Parce qu'in fine, il doit forcément y avoir collaboration. Absolument. Ils sont obligés, on est condamnés à vivre ensemble. Ce n'est pas parce que c'est AES aujourd'hui que la frontière Côte d'Ivoire-Burkina n'existe pas, ou bien la frontière Côte d'Ivoire-Mali n'existe pas. Lorsque le carburant a été touché au Mali, mais la Côte d'Ivoire est intervenue. Il faut redéfinir même les frontières. Les frontières aussi, oui. Non, les frontières, il y a quelques problèmes au niveau des tracés parce que les populations se sont interpénétrées et avec les différentes crises. Mais les tracés viennent de qui? Oui, les tracés, comme il l'a dit, des colons. C'est des colons. Mais même aujourd'hui encore, qui va déterminer que cette partie-là, c'est la limite de la Côte d'Ivoire et cette partie, c'est la limite du Burkina? C'est encore le colon. Parce que quand on va aller plus loin, on va s'en remettre à l'ONU. Il y a eu un problème. Devrait intervenir dans il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur les limites territoriales de la mer. Oui, qui a déterminé? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a déterminé. C'est la Cour internationale. Mais c'est encore les colons, c'est les blancs, c'est les mêmes blancs qui vont déterminer. Donc quoi? Oui, allez-y, terminez votre phrase. Non, je partagerai la parole. Rassurez-vous, terminez votre phrase. C'est pour dire que, quoi qu'il en soit, on va toujours recourir à ceux qui ont fait le tracé hier. À l'original. C'est ça qui est bon. Mais je pense que la réunion qui a lieu maintenant, là, elle est importante parce qu'elle va déterminer, c'est comme un séminaire, ils vont faire les TDR et tout ça, ils vont déterminer le budget, le montant, et ils vont le soumettre à la conférence des présidents. Et c'est les chefs d'État qui, somme toute, le président de la République est le chef suprême des armées. Bien sûr. Donc, eux, ils sont les opérationnels, les techniciens. Ils vont dire ce qu'il y a à faire, ils vont donner les moyens et le feu vert pour y aller. Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il y a beaucoup de raisons d'y croire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus de moyens, les gens sont beaucoup plus conscients aujourd'hui. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire aurait pu donner 2 milliards à un pays? Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire en soit des élections présidentielles? Elle a organisé elle-même ses élections. Donc, plus le temps avance, plus on a... financement extérieur. Plus on a le Marius sens... pas la parole. Plus on a le sens de la responsabilité, plus on a le sens de quitter... Très bien. Voilà, de quitter la tutelle. Non, oui, on va écouter Dr Barry, justement. C'est pas grave, vous aurez la parole, Marius. Rassurez-vous. J'aimerais qu'on revienne un peu déjà sur le point du renforcement, du rapprochement des deux blocs, des chefs d'état-major, parce que forcément, c'est une question qui rassemble l'espace. Et puis, comme on a échangé, le point du financement également. Christelle, je pense qu'au niveau de la coopération avec l'AES, tôt ou tard, elle sera rétablie dans sa globalité. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que la CEDEAO a reconnu de facto l'AES à partir du moment où ils ont demandé à partir. Et une délégation s'est rendue au Mali. Elle a rencontré les 3 ministres des Affaires étrangères avec à leur tête le ministre Diop du Mali.
Donc cette phase est déjà enclenchée. Mais il faut rappeler à Herman et à beaucoup de personnes que les États de l'AES sont encore membres de la Banque d'investissement de la CEDEAO. Tout à fait. Ils ne sont pas partis. L'organe de la CEDEAO en charge contre le blanchiment d'argent, les délégations, les fonctionnaires de ces 3 pays sont encore là-bas. Donc il y a la CEDEAO entité politique, mais il y a des cellules spécialisées au sein de la CEDEAO où les pays de l'AES sont encore dedans. Maintenant, aujourd'hui, la coopération, qu'est-ce que c'est? Le Ghana, par exemple, a négocié directement avec le Burkina d'État à État parce que des ressortissants ghanéens ont été tués au Burkina récemment, des commerçants. En Côte d'Ivoire, une mesure a été prise exceptionnellement par le président de la République à travers le Conseil national de sécurité à la zone opérationnelle nord, dirigée par le général Zoumana Ouattara. C'est près de 2000 militaires et gendarmes ivoiriens qui sillonnent la partie septentrionale du pays et qui collaborent, qui échangent avec les partenaires de l'autre côté. Rien que pour le carburant, les Ivoiriens ont convoyé les camions jusqu'à la frontière. C'était aux militaires maliens de convoyer le carburant jusqu'à Bamako. Ils en font de même avec le Sénégal. Donc la communication n'est pas rompue. La communication ne se fait pas forcément à travers les unités de la CEDEAO, mais elle se fait d'État à État. Le Sénégal, je l'ai dit, la Mauritanie à un moment donné, même si aujourd'hui elle est fâchée avec le Mali. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, tout est une question de volonté, Christelle. Bien sûr. Quand vous prenez un pays comme la Somalie, c'est un pays qui était détruit. Les Chebabs étaient à Mogadiscio. Qui est venu chasser les Chebabs de Mogadiscio? Ce sont les troupes africaines, des troupes burundaises, des troupes kenyanes et des troupes éthiopiennes. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Chine. Donc, mais ce sont les pays frontaliers, à l'initiative de l'Union africaine qui a lancé l'AMISOM, financé sur fond des États en question. Parce que l'Éthiopie était menacée par les Chebabs. Le Kenya, il a subi des attentats, pas possible. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, mais si on ne contient pas le phénomène en Somalie, c'est nous tous, on va y partir. Donc, ils se sont donné les moyens et ils ont dégagé les Chebabs des grandes villes somaliennes. Kismayo, Baïdoa, Mogadiscio, toutes ces villes ont été récupérées par des troupes africaines. J'insistais à cause souvent justement de certains verbatims entendus sur le plateau, que l'Union africaine ne faisait pratiquement rien. Mais on a bien vu que dans le cas somalien, il y a tellement d'exemples où l'Union africaine est intervenue. Voilà. Je vous l'ai dit. L'Union africaine, ce n'est pas masse, c'est un conglomérat d'États. Il y a des conflits où c'est lent parce que les pays concernés ont des intérêts divergents sur la question. Je vous ai pris l'exemple de l'Égypte et de l'Éthiopie à cause du barrage. L'Égypte voulait en découdre avec l'Éthiopie, c'est les États-Unis qui ont mis un blocus. Et aujourd'hui, quand vous regardez la Somalie, est soutenu par le Somaliland, qui est un État indépendantiste, est soutenu par les forces armées éthiopiennes, parce que le Premier ministre Abiy Ahmed a dit quelque chose qui est passé inaperçu. Il dit l'Éthiopie a un droit à l'accès à la mer. Si on ne leur donne pas, eux, ils vont aller récupérer. C'est pour vous dire qu'ils vont prendre le Somaliland. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement somalien pense que l'Éthiopie le déstabilise. Ils ont fait appel aux troupes égyptiennes. Il y a près de 3 à 5 000 soldats égyptiens qui sont arrivés en Somalie. Donc vous voyez que ce conflit il est très difficile à régler parce que l'Égypte et l'Éthiopie, c'est deux géants de l'Union africaine. Il y a d'autres conflits, par exemple, où ils sont intervenus au Burundi, au Rwanda. Voilà. Donc c'est pour donner un aspect au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CEDEAO, dans les années 90, mais ECOMOG a réglé des problèmes au Libéria, en Sierra Leone, avec des troupes africaines, nigérianes, sénégalaises, guinéennes, ainsi de suite. Donc la CEDEAO peut financer cette force-là si elle décide au niveau des États. Tout dépend des chefs d'État, en fait. Et je pense que les chefs d'État auront donc la volonté. Herman, ensuite on termine avec vous, Marius. Je préfère terminer avec vous, Marius. Allez-y. Ce que je dis, peut-être que je me fais bien comprendre. Allez-y. On est tous d'accord que les cas de succès en termes de chercher à contenir ces actions terroristes-là, c'était d'État en État. Les spécialistes sont revenus là-dessus sur le plateau. Ce que je dis, pour que ces actions de succès-là se poursuivent, pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas les États concernés? Parce que même si les chefs d'État-major de la CEDEAO sur la question du terrorisme de la sous-région finissent de faire leur petit papier, leur TDR et tout cela, mettre un budget en place, ceci, cela, ils seront confrontés finalement à d'autres échanges avec les autres chefs d'État-major de ces pays qui sont aussi concernés par le phénomène. Est-ce qu'on a besoin d'un parrainage d'une entité sous-régionale pour pouvoir régler cette question que certains États eux-mêmes réussissent à contenir, à adresser? C'est là ma question. Maintenant, on peut revenir sur ces quelques, parce qu'il peut en avoir des dizaines, réussites de ces organisations sous-régionales. Mais nous tous, on est en Afrique. On fait le bilan de ces organisations que nous avons, de la CEDEAO. Si vous voulez, partez faire des micro-trottoirs dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique, même de l'Union africaine. Vous allez voir le... J'ai fait l'effort de vous écouter. Allez-y, vous allez comprendre que l'opinion
publique, l'opinion sous-régionale, africaine même, là, estime que l'Union africaine et la CEDEAO, en fait ces organisations sous-régionales ne font pas efficacement le job. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous tous on fait le constat. Même ici, on peut revenir sur... Donc les succès de la CEDEAO, les succès de l'Union africaine, bien évidemment, il y en a. On les applaudit par rapport à cela, mais ils ont beaucoup plus d'échecs que de succès. Ça, il faut le noter. Voilà, c'est son point de vue. On va avancer. Dites-lui que l'AES, c'est une organisation, ce n'est pas un État. Il faut le lui préciser. Mais je le dis, voilà pourquoi, quand je parle des États, l'AES, je ne dis pas qu'il faut discuter à l'AES. Je dis qu'il faut discuter avec le Burkina. Mais c'est la même chose. Je ne suis pas en train de faire, contrairement à vous, je ne suis pas en train de dire que l'AES est beau et que la CEDEAO est bien. Je veux que les États ont un problème aujourd'hui, un problème de terrorisme sur leur territoire, qu'ils adressent ça en s'asseyant ensemble et les adresser. La démarche actuellement des chefs d'état-major de la CEDEAO, c'est de se rassembler, sortir leurs différents points. Et forcément, comme on l'a dit, forcément, ils n'ont pas le choix que d'appeler leurs frères pour dire, nous, voici notre vision. Quelle est la vôtre? Comment on tacle ensemble le phénomène? Je pense que c'est un point... Quel moyen financier on met ensemble? Voilà, je pense que c'est un point qui arrivera. Marius, on chute là-dessus, pour regarder la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Macron. La CEDEAO a déjà déployé des forces, Barry l'a dit. Ils l'ont réussi au Libéria, ils l'ont réussi en Sierra Leone, ils l'ont réussi en Guinée-Bissau, ils l'ont même réussi en Gambie, en 2017, rappelez-vous. Bon, donc ça, c'est pas nouveau. Ce que nous disons tout simplement, cette rencontre avec les chefs d'état-major de nos armées vise justement à travailler sur la question véritable de la logistique à mettre en place pour soutenir justement l'existence de cette force. Il s'agit de créer des conditions d'assurer le transport des troupes, l'approvisionnement des troupes, mais également s'assurer des infrastructures qui doivent permettre à ces troupes de fonctionner convenablement. Mais au-delà de cet aspect, il y a le cadre juridique qui doit, je vais dire d'opération, le cadre juridique d'opération, qui doit respecter les normes que disent les lois nationales, mais également les lois internationales. Et donc c'est ce travail-là qu'ils vont faire. Une fois ils l'auront fini, là, mais comment ça va se financer? C'est vrai que j'ai émis quelques appréhensions, mais n'empêche que ça s'impose à nous si on s'en tient à ce qui se passe au niveau du golfe de Guinée, si on s'en tient à ce qui se passe au niveau du terrorisme, si on s'en tient à ce qui se passe au niveau du djihadisme. Mais un beau matin, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on n'est pas totalement à l'abri d'une occupation djihadiste ou du terrorisme. Si nos chefs militaires ne veillaient pas au grain, il y a des soldats ivoiriens qui ne dorment pas du tout, qui sont au front, à nos frontières, du matin au soir, pour nous permettre de dormir. Et donc, il faut saluer cela. C'est pour ça que souvent, quand Daouda en parle, en saluant nos forces qui dorment à nos frontières, eh bien, il faut pouvoir l'accompagner. Merci d'avoir suivi cette analyse sur la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO avance, mais l'absence de l'AES soulève de grandes questions. Restez connectés pour ne rien rater des prochaines évolutions dans la région.